L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l'histoire de l'infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l'argile. Elles ont été neige sur la froide montagne, molécules de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. Le soleil, dans sa course journalière, les a fait resplendir des reflets les plus éclatants. Toutes les forces cosmiques ont travaillé de concert à modifier incessamment l'aspect et la position de la gouttelette imperceptible. Elle aussi est un monde, comme les astres énormes, qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos. C'est un mouvement sans repos, mais pas sans limite. L'eau qui étanche notre soif quotidienne, qui fait croître notre nourriture, l'eau, vitale, est une ressource fragile et convoitée surtout par l'agriculture. Voilà pourquoi Pierre-Yann la surveille de très près. Donc là, on a un niveau de nappe qui est à 72,96 mètres de profondeur. On est sur des niveaux de nappe globalement sur le secteur qui sont en dessous de la moyenne, en dessous de la médiane pour un mois de septembre, mais qui ne sont pas dans des niveaux extrêmement bas. On est sur des niveaux modérément bas. Qu'en sera-t-il dans les années à venir? Pourrait-il y avoir des tensions sur la ressource en eau? Pas d'inquiétude pour le moment, estime cet hydrogéologue. On a des réserves en eau souterraine. La question va être plutôt, est-ce qu'on va être en mesure de prélever les mêmes quantités chaque année? Selon les experts, d'ici à 2050, les débits moyens annuels des rivières vont diminuer jusqu'à 40% et l'évaporation du sol augmenter d'un tiers. Alors comment nos agriculteurs se préparent-ils à affronter ce bouleversement? Benoît Martin est en pleine récolte de pommes de terre. Il a encore la sécheresse de cet été à l'esprit. On est en moyenne sur notre secteur sur une pluviométrie annuelle de 550 à 600 mm d'eau annuelle. Et cette année, on a eu 450 mm d'eau. Donc oui, cette année, nous avons mis plus d'eau sur les pommes de terre. Benoît Martin cultive aussi lin, betteraves et céréales sur 480 hectares. Il a régulièrement recours à l'irrigation. Ces parcelles sont scrutées au plus près. Le stress hydrique, c'est le trait rouge. Donc si nous n'avions pas mis d'irrigation, nous serions descendus en dessous. Et donc la pomme de terre aurait souffert du manque d'eau. L'irrigation, c'est son assurance récolte. Il faut dire que ses clients attendent de lui la même production, quels que soient les aléas de la météo. Nous, c'est du plant de pommes de terre. On doit fournir des calibres par variété. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop petite, parce que sinon c'est pas commercialisable, ni trop grosse, sinon c'est pas commercialisable. Donc nous, il faut qu'on soit au maximum dans le calibre. Généralement, ça va du 28 mm au 55. Voici l'un de ces deux forages dans la nappe phréatique. Il a l'autorisation de prélever 65 000 m3 chaque année avec celui-ci, une eau qu'il paye 18 centimes du mètre cube et qu'il a presque entièrement utilisée. Sans ce système-là, on ne peut pas avoir de culture à valeur ajoutée type industriel. Il n'y a pas eu de restriction d'eau cet été dans ce secteur. Benoît Martin se dit vigilant sur la ressource. Si on arrose, c'est pas par plaisir, c'est par besoin pour produire des cultures qui permettent de nourrir. Donc c'est important de pouvoir avoir accès à l'eau sur des cultures industrielles spécialisées pour pouvoir produire derrière. Mais on gère notre eau, on fait attention à l'eau. Son système de culture lui permet d'employer 7 personnes à temps plein sur l'exploitation, une fierté. À quelques kilomètres de là, un autre cultivateur inspecte sa récolte à venir. On voit là des plants qui n'ont carrément pas du tout de fleurs. Cette année, Jean-Bernard Lausier a expérimenté la culture du sorgho, une plante que l'on trouve d'ordinaire en Afrique. Le bilan est mitigé. L'année dernière, ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et là, cette année, je crois qu'avec la canicule, en fait, ça a gêné la floraison et surtout la fécondation des plantes.
Mais pas question pour lui d'avoir recours à l'arrosage de ces cultures. L'irrigation ici, égoïstement, c'est un bon système. Après, si on essaie de réfléchir collectivement, sur le secteur, on doit être une centaine d'agriculteurs. Il doit y en avoir une dizaine qui irriguent, mais il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup plus, parce que sinon, on aura du mal à partager l'eau entre agriculteurs, mais aussi avec le reste de la collectivité. Face au dérèglement climatique et aux sécheresses futures, Jean-Bernard Lauzier a donc choisi une autre approche que nombre de ses voisins agriculteurs. L'idée pour les années à venir, c'est de diversifier les cultures le plus possible, de façon à, voilà, comme on dit, c'est pas mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Et donc l'année où une culture subira vraiment les effets de la sécheresse ou du changement ou de la canicule, et ben une autre culture à côté ne sera pas tributaire de ça. Une approche qui se veut économe en eau. Selon le ministère de l'Écologie, l'agriculture représente près de la moitié de l'eau consommée en France chaque année. Lui aussi a manqué d'eau cet été, ou plus exactement ses vaches. En temps normal, elles se nourrissent d'herbes au pré. Mais pas cette année. D'ordinaire, le fourrage intervient uniquement au mois d'août, vraiment en plein été, on complète un petit peu. Et donc là, là c'est complètement l'inverse. À l'heure de la traite, Mathieu Grenier est franchement inquiet. Du fourrage distribué, c'est pas aussi riche que du pâturage. Et donc nous, on a une baisse, là sur 3 mois, on va avoir une baisse de production de 50%, donc une grosse baisse de chiffre d'affaires. Et puis des stocks pour l'hiver qui sont quand même beaucoup moins sûrs. Hein. Là, l'hiver va être long en fait. Hein. Nous, la sécheresse, on va la payer, je dirais, jusqu'au printemps prochain, quoi. L'éleveur sait déjà qu'il devra se séparer prochainement d'une partie de son troupeau. Que faire face à des sécheresses qui vont se répéter? Mathieu Grenier essaie d'agir à son niveau. Ça fait quelques années qu'on replante des arbres. Et c'est un peu un impératif en fait, hein, pour le pâturage en situation sèche et chaude. Hein, c'est d'avoir de l'ombrage pour les animaux. L'arbre va modifier un peu, créer un microclimat. Hein. Il y a quand même une humidité autour, donc ça aura un effet un petit peu global, on espère, sur l'ensemble, quoi. Hein. L'éleveur voudrait surtout que les pouvoirs publics arrêtent de percevoir la sécheresse de cet été comme une crise ponctuelle, alors qu'elle pourrait devenir la norme. Tout ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle, c'est pas ça la bonne échelle, quoi. Nous, on pourra juste faire des choses à la marge, en fait. C'est plutôt de collectivement chercher à changer, à réduire nos émissions pour atténuer, pour que les sécheresses soient moins graves. Il faut quand même raisonner dans le bon sens, quoi. Nous, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que l'État s'engage, que les politiques s'engagent. Et aujourd'hui, moi, je vois pas un très gros engagement dans ce sens-là, quoi. Le vrai danger dans l'avenir, c'est que l'eau, considérée à bon endroit par l'agriculteur comme le plus précieux de ses trésors, ne soit utilisée jusqu'à la dernière goutte. C'était l'avertissement du géographe Élisée Reclus dès la fin du XIXe siècle. Les effets du dérèglement climatique sont là aujourd'hui, et l'eau, notre bien commun, est plus que jamais convoité. Dans ce climat incertain, nos agriculteurs tentent de trouver leur voie et espèrent ne pas faire fausse route.